Dernier virage dans cette émission de l'autre journal. Je rappelle que nous sommes avec Ferdinand Haïté et Luc Araki. L'autre sujet abordé par Fonia Simon dans son discours la dernière fois, le 30 décembre dernier, il annonçait, ça concerne les logements, il annonçait, comment dire ça, un réglage dans le domaine de l'immobilier. C'est-à-dire que désormais, quand les gens veulent louer, il ne faut pas leur demander des cautions exorbitantes. Oui, je pense que là aussi, c'est toute une problématique qu'il faut dérouler. Le problème tel qu'il a été présenté me semble assez simple. Parce que pour agir véritablement sur la question du logement, ce n'est pas sur la question de nombre de mois de caution ou de loyer. D'abord, déjà, on n'a pas fixé le loyer. On ne sait pas combien, par exemple, on loue une villa à Lomé, qu'on soit dans tel quartier. Parce que le fond du problème est là. On n'a pas parlé de la question de l'acquisition même du foncier. Quand vous êtes fonctionnaire aujourd'hui, vous voulez acheter un lot, un demi-lot, pour pouvoir vivre décemment dans notre capitale ou dans les environs, ça coûte combien? On sait que les prix des terrains ont subi, je ne sais pas, une spéculation, on est dans une spéculation foncière où les prix sont de plus en plus très élevés. Qu'est-ce que l'État a fait pour agir là-dessus? Vous voyez des annonces où on vend des terrains, un lot, peut-être à 100 millions, 70 millions, 40 millions. C'est quand même incroyable. Quand est-ce que des fonctionnaires qui ont un salaire moyen vont pouvoir trouver un terrain un jour pour pouvoir vivre tranquillement? Si ce n'est que certains vont rentrer dans la corruption pour avoir plus de moyens et vivre leur vie. Et donc, d'abord, on est dans un pays où la politique de logement social est totalement inexistante. Totalement. Lorsque, au lendemain des indépendances et quelques années plus tard, on a connu les premières cités qui ont été construites aux protestants là-bas, la cité de l'habitat. Et puis après, il y a eu des projets des particuliers comme les cités, tout ça. C'est vrai que c'est des logements à moyen revenu, mais quand on prend les pays voisins, on voit ce que les gens sont en train de faire véritablement. Quand on a pris les terrains à Jidogome, au lycée d'Aïdogome, pour dire qu'on veut construire des logements sociaux, à qui on les a vendus? On a vendu des villas là-bas à 70 millions. On a vendu des villas là-bas à 40 millions, à 25 millions. Est-ce que c'est des logements sociaux ça? Est-ce que c'est à la portée des Togolais? Et donc, il n'y a pas de politique de logements sociaux. L'État n'agit pas sur, comment vous appelez ça, sur les matériaux de construction. Dans la dernière période, on a eu une augmentation exponentielle de tous les matériaux de construction. Le fer, les prix ont presque doublé. Les intrants pour l'alu, on a dit que l'aluminium a subi une augmentation sur le plan international. Tous ceux qui sont dans la menuiserie, alu aujourd'hui, vous diront que les prix ont flambé. La menuiserie, il n'y a plus vraiment de bois, il y a des soucis. Le ciment, on a des usines, plusieurs usines de cimenterie au Togo, mais on achète les ciments à un prix le plus cher de la région. Donc, c'est sur ces éléments-là que normalement le gouvernement devait agir pour permettre à tous ceux qui sont des débrouillards dans le pays, parce que je trouve que les Togolais sont des débrouillards, d'acheter un lopin de terre, de pouvoir construire une petite maison et vivre tranquillement. Maintenant, la question de logement, le prix n'a pas été abordé, mais on a juste abordé les cautions et le nombre de mois de loyer. Et encore que, il faut aller vérifier si c'est applicable ou pas. Je ne sais pas si vous voyez, parce que le gars qui a sa maison vous dira, ben, moi j'ai construit ma maison au prix de 1000 sacrifices, vous n'allez pas venir m'imposer, je ne sais pas, de prendre 3 mois de loyer, 3 mois de caution. Vous allez dire quoi? Et donc, il y a fondamentalement un problème de fond à régler. Et les autres pays que nous visitons, même aujourd'hui le Bénin a lancé un vaste projet de logements sociaux, on voit des maisons sorties de terre. Le Burkina, qui est un pays en guerre, a une politique de logement social. Le Ghana, on n'en parle pas, ils en ont partout. Mais au Togo, on ne voit rien sorti de terre. Mais on a des ministères de l'urbanisme, de je ne sais quoi. On ne sait pas véritablement où est-ce qu'on va. Et c'est vraiment dommage pour le pays. Bon, les gens vous diront que puisqu'on n'a rien, il faut prendre ça d'abord. Les Togolais sont dans la politique minimaliste.
hein, une politique dénuée de toute ambition, comme Luc venait de le décrire. Quand on vous jette des miettes, les gens sont contents, disent ah, il faut prendre ça d'abord et puis le reste on verra. Merci beaucoup. Il faut vous faire bon, je pense que bon, cette annonce va provoquer des querelles entre les propriétaires. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais d'abord préciser qu'en fait, le président de la République n'a pas abordé ces questions de logement dans son discours. C'est à la suite de son discours qu'il y a eu un conseil des ministres qui a adopté un décret portant justement la réglementation sur les questions de logement dans le grand domaine pour l'instant. C'est vrai qu'on a parlé de Togo, mais pour l'instant, le décret, l'applicabilité du décret est circonscrite dans la périphérie du grand domaine. Et il se résume en des termes très simples. Désormais, la question va être de 3 mois, et puis il faut une garantie de loyer de 3 mois également, donc ça fait 6 mois. C'est la réglementation, et on va faire en sorte que les propriétaires de maisons puissent appliquer, qu'il y aura des commissions qui vont mentionner les quartiers et tout ça. Mais avant d'aborder vraiment cette question de loyer, je crois qu'il est important de comprendre pourquoi on parle de loyer. L'habitat est l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. Les animaux, certains animaux ont l'avantage de vivre sur les arbres, dans la nature, etc. Mais il y en a qui creusent leurs barrières, qui font quand même leurs abris, où ils doivent vivre. L'être humain ayant son intelligence plus avancée, ayant vocation à impacter son environnement, s'est donné la latitude de pouvoir se construire un logis. En société, pour être en mesure de construire un logis, il faut avoir un emploi. Il faut avoir les ressources que nous appelons l'argent, qui manifestement est devenu le dieu de la terre. Lorsque vous l'avez, vous êtes respecté, vous avez une marche, vous êtes considéré. Quand vous ne l'avez pas, vous êtes laissé à la merci de la nature. Mais quelle que soit votre puissance intellectuelle, quels que soient vos atouts, on ne vous considère pas en société, etc. Si ce besoin est vraiment vital et fondamental, cela veut dire que lorsqu'on est dans le contexte d'une gouvernance d'État, on est obligé de prendre cela comme un besoin prioritaire. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas être heureux de gouverner des citoyens qui manquent de logique. Donc, ça veut dire que cette question est fondamentale pour le vivre ensemble, pour permettre aux citoyens de s'épanouir et donc d'assumer leurs responsabilités en société. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de parler du logement. Bon, nous sommes malheureux d'en parler 60 ans après notre indépendance aujourd'hui et de dire que l'État n'a eu de moyens que de commencer à réguler aujourd'hui les questions du loyer tout court, sans donc se poser des questions sur comment on peut acquérir de l'argent pour être en droit de prendre une de ces restrictions, un studio à l'honneur, sans penser à comment les gens louent leur bail, les conditions qu'ils imposent aux locataires, les relations entre les propriétaires et les locataires, etc. Tout le monde sait que cette question est une question essentielle et crée beaucoup de conflits, beaucoup de différends dans les foyers, dans les maisons, parce que parfois il y a des soldats, ce qu'on appelle les soldats lines, c'est-à-dire quelqu'un construit un long bâtiment avec des pièces alignées et plusieurs personnes sont dedans et chez vous c'est la même toilette, tout ça. La cohabitation est extrêmement difficile, ouais. Tout ça. Donc ça reflète et ça rend compte du niveau primaire dans lequel nous vivons dans le pays et qui interpelle bien entendu les dirigeants parce que je ne sais pas quelle fierté on peut avoir d'être gouvernant pendant des années et de voir la majorité de sa population coupée dans cette vie d'à peu près. Ça veut dire qu'il y a un besoin justement de commencer à réfléchir fondamentalement à la manière de sécuriser le citoyen togolais, ne serait-ce que d'abord par un bon logement. Et en cela, on est étonné que jusqu'à cette date, il n'y a pas une politique claire de logement. Et pourtant, ce ne sont pas les annonces qui ont manqué. Il y a eu à plusieurs reprises des annonces ici, les gens sont venus nous annoncer après des audiences de l'État de la République qui ont des plans de construction des logements sociaux, etc. Et lorsque une situation de construction arrive, en fait, c'est des villas luxueuses qui sont construites et qui sont destinées à la place des privilégiés. Mais alors, dans ces conditions, comment le peuple lui-même peut se retrouver en l'heure dans ces dirigeants à partir de l'instant où il a comme le sentiment qu'il est laissé pour compte. C'est-à-dire que la préoccupation du dirigeant
n'est pas focalisé sur les besoins fondamentaux des citoyens eux-mêmes qui, en réalité, mandatent les dirigeants, leur donnent le pouvoir de pouvoir les gérer, en tout cas, de disposer des moyens que le peuple crée pour qu'ils puissent les gérer de façon convenable. Donc, je pense que cette question du logement, le temps fait bien de commencer à en parler, mais il va falloir vraiment focaliser une attention particulière, d'analyser les voies pour que l'État n'est pas obligé de disposer des moyens pour construire les logements. Il suffit de créer l'écosystème, de favoriser les investissements en la matière pour que des sociétés puissent venir commencer à construire avec un mécanisme de remboursement qui engage peut-être les fonctionnaires. On peut même te prélever 5 000 francs par mois ou 10 000, je ne sais pas, si l'État dispose à subventionner les logements sociaux, etc. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir parce que sinon, voyant que la population elle-même continue de s'agrandir au jour le jour, je crois que ce problème risque de s'exploser dans les années à venir. Merci beaucoup. Alors, oui, vous remarquerez que dans notre pays, dès qu'on nomme un ministre, ils sont rares à continuer à vivre dans leur ancienne maison dans les quartiers. La plupart vont vivre à la Caisse ou à la Cité du Millénium aujourd'hui. Ils sont totalement coupés des réalités du pays. Parce que c'est des quartiers qui sont isolés des populations, des gens vivent en marge de la population, parce qu'il y a pas mal de préjugés entre les gouvernants et les gouvernés. Les gens ne se sentent pas en sécurité en vivant dans la population. À part quelques ministres, rares ministres qui sont toujours dans leur maison, qu'ils ont réaménagé, la plupart des ministres, lorsqu'on les nomme, ils vont à la Cité du Millénium, ils sont à la Caisse, ils sont dans les nouvelles cités qu'on est en train de construire. Quand vous ne vivez pas au cœur du peuple, comment vous pouvez comprendre les problèmes que les populations rencontrent? Vous avez à Lomé ici, on construit des villas, là, à la Cité du Millénium, qu'on vend à 2 milliards. À Lomé ici, à 2 milliards. On construit des villas qu'on vend à 1 milliard. On construit des villas qu'on vend à 500 millions. Nous ne sommes quand même pas sur la côte d'Azur. On n'est pas sur une corniche. Mais si des gens ont les moyens de débourser 1 milliard pour acheter une villa, alors comment se fait-il que les Togolais, eux, qui sont dehors, que les gens sont en train de gouverner, vivent très mal? Vous voyez comment Lomé est en train de s'agrandir. Lomé s'agrandit dans l'anarchie totale, dans le désordre total. Il n'y a pas qu'un aménagement, c'est pas maîtriser du territoire où on constate les réserves administratives, on constate les parcs qu'on dégage, les territoires qu'on dégage pour les parcs, les espaces qu'on dégage, il n'y a rien. Tellement qu'il n'y a rien que tout ce que les gens trouvent, les gens construisent dessus. Même les rares réserves administratives qui existent, les gens ont morcelé ça pour les vendre. Au point qu'aujourd'hui, on a eu la décentralisation, plus ou moins, bon, ce à quoi elle ressemble. Les mairies sont là, mais les mairies n'ont pas de terrain aujourd'hui pour initier des projets. Donc, dans ce contexte-là, l'État n'anticipe pas la question de la maîtrise du foncier. Même lorsqu'on dit par exemple que dans 10 ans, les localités comme Thiévier, Abelouvé, tout ça, Badja, Zaou, tout ça vont être par exemple les banlieues de Lomé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État est dans une projection pour réserver des espaces dans ces zones-là où demain on peut construire des stades, des musées, des écoles, des universités, des parcs d'attractions pour une ville? Parce qu'une ville, c'est un peu de tout. Lomé, par exemple, montrez-moi un parc d'attractions. Montrez-moi, par exemple, un lieu de loisir à Lomé, une forêt, comme par exemple, vous allez à Ouaga, Sankara, à l'époque, a créé une forêt au cœur de la ville. Une forêt sur plusieurs kilomètres. Dites-moi, Lomé, par exemple, s'il y a des parcs d'attractions, il n'y a absolument rien. Donc la ville se développe dans l'anarchie, les gens construisent comme ils veulent, chacun construit selon le plan qu'il veut, et donc à la fin, vous avez une capitale qui n'a pas de normes. Donc dans un pays comme ça, dans une ville comme ça, quand vous voulez dérouler un plan de logement social, l'État même a des difficultés parce que l'État n'a même plus de terrain. Conséquence, nous avons des ministères de l'urbanisme qui passent tout le temps à tourner en rond. Voilà pourquoi les gens vont prendre des terrains de lycée. Les gens vont squatter les terrains des lycées, comme le lycée technique d'Ajdo comme là-bas, pour faire des logements. Et des logements pour qui? Pour les riches, comme Luc venait de le dire, pas pour les pauvres, pas pour les gens qui sont de la classe des moins privilégiés. Donc, lorsque nous disons, voilà, on veut plafonner la caution,
au niveau de la location, c'est bien. Mais est-ce qu'on règle le fond du problème? Le fond du problème est là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les Togolais se débrouillent pour avoir un petit lopin de terre pour construire là-dessus? Les fonctionnaires, quand vous les prenez, autant qu'ils sont, ils sont sur des prêts. Le gars a fait d'abord un prêt pour acheter le terrain. Le temps de rembourser le prêt, il a passé 2 ans à serrer la ceinture à la maison, c'est difficile. Ah bon, 5 ans. 5 ans. Il fait 5 ans pour rembourser. Après, il fait un autre prêt pour faire la fondation jusqu'à un niveau, je ne sais pas, chaînage. Après, il fait un autre prêt pour terminer. Au bout de ces prêts consécutifs, il va à la retraite. Si à ce temps, il ne meurt pas en chemin. Donc voilà comment les gens se battent pour survivre dans notre pays. Pendant ce temps, on a une classe privilégiée qui a les moyens, qui a les villas de 2 milliards, qui vivent dans les villas de 3 milliards, qui vivent dans les villas de 1 milliard, au cœur de l'année. Ce n'est pas normal. Et donc, lorsque vous voulez entendre les dirigeants doivent être dans la logique de réduire l'inégalité qu'il y a entre les citoyens. On ne peut pas être dans une capitale où vous avez des gens qui ont 10 voitures à la maison, pendant que l'autre n'a même pas une moto pour faire ses courses. Donc, lorsqu'il y a des discours de fin d'année, on veut bien entendre comment on réduit le train de vie de l'État, comment on lutte contre la corruption, comment on réduit les inégalités, comment faire en sorte que la population qui s'investit tous les jours pour créer la richesse dans le pays puisse vraiment profiter de cette richesse-là. Ça, on ne le dit pas. Et donc, les Togolais sont confinés à survivre tous les jours, surtout en ces moments où on est dans la vie chère, où tout est cher dans le pays. On n'en a même pas suffisamment parlé. Quand on avance ces mesures-là, les gens disent que oui, c'est pour réduire la vie chère. Mais réduire la vie chère signifie qu'il faut baisser les impôts. Il faut baisser les impôts sur les produits. Il faut enlever tous les péages qui enserrent la vie de l'humain. Il faut renvoyer les péages plus loin. Les péages doivent être harmonisés. Les péages de la route de Vauban doivent être dégagés. Le péage de Mouep doit être dégagé. Tous ces péages-là, en vérité, agissent sur le coût de la vie. Parce que si moi j'envoie des ignames ou du maïs à Lomé et que je dois payer sur la route 3 péages, arrivé à Lomé, je répercute le prix. Je vous répercute ça sur le prix de vente. Donc, nous avons des économistes, on a des gens qui sont au gouvernement, c'est à eux de réfléchir pour savoir comment on agit sur le levier pour permettre à la population de souffler un peu, parce qu'aujourd'hui les gens étouffent. Les gens étouffent énormément dans notre pays. Et ça ne préoccupe personne, parce que ceux qui gouvernent ne sont pas dans la population. Ils vivent au-delà de la population. Je ne sais pas si vous voyez. Ils vivent en dehors de la population. Ils ont même leur supermarché à côté de leur résidence. Ça veut dire qu'ils ne vont même pas marcher. Quand ils sortent de leur résidence, ils ont leur champion. Ils ont leur rencontre à l'intérieur de la caisse. Donc ils ne vont pas au marché pour voir comment les gens vivent. Ils envoient juste leur chauffeur au marché de Hamkopé là-bas, de Hamkopé pour acheter les fruits. C'est les chauffeurs qui vont, eux-mêmes ils ne vont pas. Donc ils ne savent pas comment les gens vivent, de quoi les gens souffrent. Donc les dirigeants, je ne suis même pas sûr que certains dirigeants au Togo connaissent certains quartiers de Lomé. Parce qu'ils ne sortent même pas. Leur trajectoire est connue. C'est-à-dire qu'ils quittent leur maison, ils vont au boulot, du boulot ils reviennent à la maison, ils ont quelques restaurants privilégiés, et puis le reste de la population ne les préoccupe pas. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir la misère qui est dans le pays, la misère qui est dans les quartiers, comment les gens se battent quand il pleut pour rouler avec leur engin pour rentrer chez eux, aller Bassito, Sobosito, je ne sais pas où, à Zanguera, comment ils arrivent à rentrer dans leur maison parce qu'il n'y a pas de rue aménagée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, moi je pense que il y a tout un travail à faire et cela dépend de la vision qu'on a pour le pays. C'est pour ça que je reviens sur la même question en disant, lorsqu'on a un pouvoir qui fait 50 ans, lorsqu'on a un pouvoir qui fait plus de 54 ans, lorsqu'on n'a jamais eu d'alternance, il n'y a plus de vision. Vous pouvez être le meilleur, le plus intelligent de la Terre, à un moment donné, l'usure du pouvoir fait que vous ne pouvez plus rien faire. C'est la léthargie totale et on gère que c'est comme si on gère les affaires parce que bon, on gère les affaires courantes, quoi, on n'a plus grand chose à faire. Donc, on est totalement bloqué sur le plan de la réflexion, sur le plan de la vision, sur le plan de nouveaux projets pour développer le pays. Il y a quelques petits projets qu'on balance de temps en temps, on balance des sigles, on fait beaucoup de bruit,
mais à la fin, il n'y a aucun impact sur les populations. Donc, voilà la question que nous devons nous poser. Comment on arrive aujourd'hui à maîtriser le foncier? Comment on arrive aujourd'hui à faire l'aménagement du territoire? Est-ce que c'est possible d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, de récupérer des terres qui ont été vendues par des gens alors que c'est des réserves administratives pour construire sur ces réserves-là des infrastructures pour relever le niveau de notre pays? Si vous voulez demain construire par exemple un stade au cœur de Lomé, vous avez des terrains. Aujourd'hui, les seuls terrains qui existent, c'est les terrains qui sont entre Lomé 2 et encore là-bas, où on essaie de grignoter quelques petits espaces pour donner à des entreprises ou à des ministères pour construire. Il n'y a plus d'espace à Lomé, parce que l'État n'a pas préservé les espaces. Et ceux qui ont vendu ces espaces-là sont les maires qui sont dans les ministères. Personne n'a été sanctionné. Dans cette gouvernance-là, le régime n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Donc, logements sociaux, d'accord, mais on les construit où? Quelle est la politique demain pour le pays? Donc, voilà ce que moi je pense de toutes ces activités-là. Maintenant, comme Luc l'a dit, nous sommes des citoyens. Nous voulons être fiers de notre pays. Nous voulons aussi qu'on dise, ah, au Togo, il y a quelque chose de bien qui se fait, que le Togo est en train d'avancer. C'est tout ça qui nous préoccupe. Nous ne sommes pas des politiques, on ne cherche pas le fauteuil de quelqu'un, mais lorsqu'on a des éléments de comparaison avec les autres pays, on est bien obligé de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons au Togo, où est-ce qu'on va, pourquoi nous, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit d'avoir ci ou d'avoir ça. Pourquoi, par exemple, au Togo, on ne peut pas construire une autoroute Lomé-Palimé? C'est légitime de poser la question. Lomé-Palimé, c'est 120 km. Pourquoi on ne peut pas construire une voie pour aller à Palimé, sachant que Palimé est une grande ville touristique sollicitée par tout le monde? Pourquoi? C'est le manque d'ambition, c'est le manque de vision. C'est parce qu'on ne voit pas les choses en grand. Nous sommes dans la politique minimaliste. Sinon, au départ, en concevant la route de Palimé, on aurait pu dire, nous faisons une voie, advienne que pourra, on va à Palimé, c'est un acquis pour le pays. Les autres le font, pourquoi pas nous? Et nous avons les ressources pour le faire. Il suffit de lutter contre la corruption, de maximiser les ressources, de prendre un peu ceux qui puissent trouver dans les caisses de l'État, de serrer la ceinture et d'avoir assez d'argent pour développer le pays, c'est tout. Le développement de Ferdinand m'amène à cette conclusion. Il y a un penseur du XVIe siècle qui avait déjà dit qu'il y a des richesses que d'autres. C'est Baudin, c'est Jean Baudin. Jean Baudin avait dit, l'homme politique béninois l'a repris à la poésie sous forme de livre. Il y a des richesses que d'autres. C'est-à-dire que lorsque vous voulez aller loin, vous ne pouvez le faire qu'avec des gens, des citoyens. C'est-à-dire que dans une gouvernance d'État, il y a peu de citoyens pour donner une identité à un pays, à un gouvernement, à un dirigeant, de manière que plus les citoyens s'épanouissent, mieux le nom du pays se vend et l'aura même du président ou du dirigeant s'agrandit comme étant un modèle de leader inspirant. Cela dit, j'ai le sentiment, au regard de tout ce qui se passe, que les gens ont focalisé tellement leur attention sur ce qu'on appelle l'argent, qu'ils ont oublié qu'en réalité c'est l'être humain qui fabrique l'argent et qui le produit. Donc, le bon sens et la raison nous imposent en réalité de travailler sur l'usine qui fabrique l'argent, c'est-à-dire l'être humain. Mais lorsque vous avez une politique qui n'inclut pas la pensée humaine, qui ne permet pas la floraison de la réflexion humaine, qui ne donne pas la marge aux citoyens de rêver, évidemment vous allez être rattrapé à un moment donné, parce que si aujourd'hui notre pays est obligé d'avoir cette politique minimaliste, c'est parce qu'il ne s'est pas donné la marge d'ambition qu'il fallait, de manière que les citoyens puissent avoir les moyens de pouvoir s'affirmer, de construire, de développer une énergie ambitieuse. Est-ce que dans ce pays-là, on favorise l'émergence des capitaines d'industrie? Est-ce qu'on favorise l'émergence des gens qui sont capables de produire la richesse par eux-mêmes? Au contraire, lorsque les gens, par eux-mêmes, se battent et émergent à un niveau donné, on les voit, on les regarde en chair de faïence, comme étant des menaces. Parce que disposant des ressources financières, ils seraient capables de convoiter éventuellement une portion de pouvoir. Et donc, du coup, on essaie de les étouffer avec, si vous voulez, la pression fiscale, parfois même on ferme carrément les entreprises pour une raison ou pour une autre. L'État par lui-même ne peut jamais faire face à tous les défis qui se présentent au pays et à la population.
Il faut intelligemment travailler en amont pour créer l'écosystème qui permette aux individus de pouvoir émerger, d'absorber une partie des diplômés sans emploi, de faire en sorte qu'ils soulagent l'État par rapport à un certain nombre de problèmes, de difficultés, de défis sociaux. L'État, actuellement, le président a concédé un mois d'avance aux fonctionnaires. Il y a combien de fonctionnaires au Togo? À peine 60 000. Le Togo compte plus de 8 300 000 habitants aujourd'hui. En quoi cette mesure impacte l'écrasante majorité? C'est dérisoire. C'est dérisoire. Donc c'est pour cela que lorsque vous voulez prendre des mesures, puisque vous êtes là au nom de tous les citoyens, vous êtes obligé de prendre des mesures qui impactent l'ensemble de ces citoyens-là. Évidemment, il n'y a pas de miracle. C'est pour ça qu'il faut le faire dans une démarche visionnaire qui vous permet d'avoir des résultats à moyen et à long terme. Mais nous sommes tellement pris sous les taux des dictats des urgences qu'on n'a plus la marge qu'il faut pour penser à investir de manière qu'on ait un nouveau Togo d'ici 2, 3, 4 ans. Parce qu'on est tellement dans la précarité, les caisses de l'État sont sous tension, on est même obligé de les cramer pour pouvoir faire face à certaines urgences immédiates que finalement investir pour récolter demain est devenu très difficile. Et cet esprit-là, malheureusement, impacte l'ensemble des citoyens, même ceux qui ont les moyens, ne connaissent pas ce qu'on appelle l'investissement. Vous avez beau avoir le génie aujourd'hui, vous avez beau monter un projet rentable, bancable, à tout point de vue, vous ne pouvez pas avoir de financement. Vous ne pouvez pas aller voir un frère qui dispose de milliards pour lui dire, bon ben, écoutez, passez-moi 5 millions, j'ai tel projet. Il va dire, oui, c'est pertinent, mais je n'ai pas l'argent. Mais il va stocker cet argent-là, il va le thésauriser même dans sa chambre, jusqu'à mourir et le laisser là. Est-ce que vous voyez? Donc l'esprit même de l'investissement n'est pas là parce que de haut, on ne donne pas l'exemple dans ce sens-là. Vous comprenez? Et puis la deuxième chose, c'est que les dirigeants eux-mêmes ne se donnent pas les moyens de pouvoir infuser au peuple une connaissance efficiente. Les télévisions ne sont pas, il n'y en a plus. C'est-à-dire, comment l'homme acquiert la connaissance? Il acquiert la connaissance par les deux sens essentiels, c'est-à-dire lui et la vue. Le reste pas. Donc, si vous n'avez pas des canaux par lesquels vous pouvez faire et vous pouvez infuser des idées fortes à la population, mais comment les colons continuent de nous diriger aujourd'hui, de nous coloniser? Ça travers les médias internationaux, même les réseaux sociaux, etc. C'est là-bas qu'ils passent leur vision, leurs idées, et ils nous impactent inconsciemment. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas comprendre que nous avons besoin des créneaux à travers lesquels on peut exciter l'ambition, le rêve d'un peuple? Donc, tout cela participe à nous mettre dans cette situation de précarité qui nous envahit et où, malheureusement, l'esprit de la gloutonnerie fait que les gens sont dans la corruption, dans les détournements, dans l'accumulation, pendant que l'écrasante majorité de la population croupit dans une misère totale. Et c'est vraiment des problèmes. J'aimerais rebondir rapidement avant la fin de l'émission, peut-être avant les conclusions, sur la question de capitaine d'industrie. On ne peut pas comprendre que ce bout de territoire, avec toutes les richesses que Dieu a mis ici et les opportunités de notre situation géographique, le Togo, on n'est pas capable aujourd'hui de lister les capitaines d'industrie au Togo. On ne peut pas comprendre que dans un pays où les Nanabins, qui à l'époque n'avaient pas un très grand niveau d'instruction, il y en avait quelques rares, allaient au marché en Hollande, je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient acheter les pagnes, et avec leur niveau d'expression assez limité, elles ont prospéré. Elles ont prospéré de manière à ce que dans ce pays, c'est elles qui ont tenu les banques. Les banques que nous vendons aujourd'hui, c'est les fonds de ces Nanabins qui ont tenu les banques. Elles sont même venues au secours de l'État. Lorsque, par exemple, le Togo devait organiser des conférences dans ce pays, les Nanabins ont doté l'État de voitures Benz, naturellement. C'est pour ça qu'on dit les Nanabins. Voilà. Et donc, on ne peut pas comprendre que, quelques années plus tard, on a travaillé à réduire ces gens-là à la pauvreté. Parce que la nature du régime n'aime pas que les gens aient de l'argent. Parce que quand vous avez de l'argent, vous aurez de l'ambition, comme Luc le dit. Si vous voyez le secteur des BTP aujourd'hui, où sont les Togolais? Où sont les entreprises togolaises? Il
il y en a un qui s'est débrouillé pour émerger à l'époque, ça fait quelques années, je pense que c'est Seco BTP, qui employait plus de 3 500 et 5 000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez, et pour des histoires de rien du tout, on a cassé l'entreprise jusqu'à. C'est-à-dire que tout a été cassé, on l'a anéanti totalement. Et le gars est en train de se chercher dans d'autres pays aujourd'hui, je ne sais pas s'il arrive à s'en sortir. Ces entreprises-là, on a besoin de les réhabiliter. Parce que quand vous donnez un marché à un Togolais, le Togolais utilise l'argent dans ce pays-là. Il emploie les Togolais, il utilise l'argent au Togo. Même s'il fait la folie avec son argent, il le fait au Togo et ça impacte les Togolais. L'argent circule. Et les gens comme les Seco BTP, il doit en avoir d'autres, il faut les réhabiliter. Il faut leur donner des marchés pour que tous ceux qui travaillaient chez eux avant, qui sont aujourd'hui dans la nature, puissent retrouver du travail. C'est comme ça que vous allez créer de la richesse. Maintenant, dans le domaine des télécommunications, est-ce qu'on n'a pas pu trouver des Togolais pour répondre des entreprises togolaises qu'on voulait privatiser? Est-ce que dans les niveaux des banques là, des Togolais ne peuvent pas. Nous avons une chambre de commerce, ça veut dire que nous avons un patronat aussi. Nous avons des opérateurs économiques. Est-ce que ces gens-là ne pouvaient pas s'entendre pour prendre, par exemple, une banque, prendre les actions majoritaires d'une banque pour que l'argent reste au Togo? Si je prends le domaine de l'hôtellerie, il n'y a pas très longtemps, j'étais au Ghana. Le partenariat public-privé au Ghana s'est tellement développé que des grands hôtels ont émergé au Ghana. Le Ghana a aujourd'hui plus d'une centaine, voire même plus d'hôtels de 3 à 5 étoiles. Et ces hôtels-là sont remplis à tout moment parce qu'il y a une classe moyenne au Ghana et la vie au Ghana aujourd'hui, voilà quoi. Mais au Togo, vous avez encore des hôtels qui sont au long de la plage, qui sont devenus des épaves. Vous avez Palm Beach, un hôtel emblématique, qui a été totalement abandonné pour un conflit familial qui est là, personne ne reprend. Vous avez l'hôtel de la paix, qu'on a dit qu'on va redonner à quelqu'un d'autre, le site et tout ça, ça fait 16 ans. Cet hôtel-là, même avant 16 ans, cet hôtel-là, c'est pourri, avec une plage qui est un cadeau de Dieu. Un endroit merveilleux. Cet hôtel-là en train de pourrir, c'est des bandits qui ont pris qui sont en possession du territoire. Vous avez Tropicana là-bas, devenu un site de réfugiés ivoiriens. Donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ce pays qui sont capables de relever ce défi-là? Donc, le capitaine d'industrie qu'on connaît au Togo, ça va être à John Dosso. C'est-à-dire qu'à part John Doe, vous n'avez plus personne dans ce pays qui puisse faire quoi que ce soit. Quand vous vous approchez aujourd'hui le milieu des affaires, vous allez voir les hommes d'affaires, ils vous disent toutes les difficultés qu'ils ont aujourd'hui avec le fisc, avec toutes les sociétés qui sont en train de les écraser. Les gens sont obligés de fermer leur société. Après, pour brouiller les pistes, on vient vous dire que oui, au CFE, on a créé cette année 300 sociétés. C'est des petits trucs que les gens créent qui ne fonctionnent même pas juste parce qu'on va dans le registre. C'est comment créer les partis politiques au Togo. On vous dit que le Togo a 20 partis politiques, mais à peine une dizaine de partis politiques sont actifs. Les autres, là, c'est juste dans le registre qu'on voit qu'il y avait des partis politiques. Normalement, il fallait même les dissoudre, parce que c'est des trucs qui ne sont plus en activité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, nous sommes dans la même situation dans le domaine des affaires. Pour nous, les hommes d'affaires togolais, ils sont-ils solides aujourd'hui? Qui peut frapper la poitrine si je peux parler français de lui pour dire « j'ai tel milliard ». On contrôle les comptes de tout le monde. Le jour où on voit un peu d'argent sur vous, on vous convoque. On vous dit, mais vous avez vu ça, vous avez trouvé ça où? Quelles sont vos activités? Et puis, vous avez des redressements fiscaux qui arrivent. Mais on permet aux étrangers qui sont dans notre pays de contrôler tous les secteurs. Aujourd'hui, le secteur de l'alimentation, de l'importation, c'est dans les mains des étrangers. Le secteur de l'importation de tout ce qui rentre dans le domaine de l'éducation, les cahiers, les bics, toutes les fournitures sont dans les mains des étrangers. Mais comment est-ce que vous pouvez développer un pays avec ça? Parce que l'étranger, quand il fait de l'argent, il rapatrie systématiquement l'argent vers son pays. Et donc, le Togo aujourd'hui a des difficultés à émerger parce que c'est le système même qui tue l'émergence de ce que Luc appelle les hommes d'affaires, l'intelligence et tout ce qu'on peut faire. Les gens viennent d'horizons divers. Vous voyez l'impact qu'il y a quand quelqu'un trouve de l'argent sur sa communauté? Il peut construire une école, il peut construire un dispensaire dans son village, il peut aménager une rue. C'est comme ça, petit à petit, qu'on développe une localité, qu'on sort les localités de l'obscurantisme, de l'obscurité. Mais quand vous tuez l'intelligence, quand vous tuez les hommes d'affaires, quand vous les empêchez de faire les affaires, comment voulez-vous que le pays se développe? Surtout que ce n'est pas l'État, en réalité, qui crée la richesse, c'est le privé qui crée la richesse. Et aujourd'hui, tout le secteur privé se trouve dans les mains des étrangers. Et ces étrangers ont même créé ce qu'on appelle l'association des grandes entreprises. Détaché du patronat, une anomalie que personne ne soulève.
Pourquoi ils étaient obligés, tous ces multinationales, d'aller créer leur groupe à part et de laisser le patronat togolais à part? C'est parce que les gens ont besoin de créer leur cadre pour sortir l'argent du pays. Et personne ne leur dit absolument rien. Donc, tout ça, c'est le manque de leadership pour le pays. Et c'est vraiment dommage parce que nous qui sommes jeunes, ceux qui arrivent après nous, ont besoin de vivre dans un pays joyeux. Un pays où il y a les moyens. Un pays où les gens n'ont pas besoin parfois de sortir pour aller découvrir des choses ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le pays, plus les malls, plus les infrastructures, les gens n'ont pas besoin, par exemple, d'aller dans un aéroport pour découvrir un escalator. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les Togolais là, même les gens qui vivent dans le là, combien de jeunes peuvent se targuer, dire que bon, je suis allé dans tel supermarché, j'ai vu ceci, j'ai vu ça, j'ai vu tel parc, j'ai vu telle structure. Il n'y en a pas. Combien de jeunes peuvent vous dire, je suis allé dans tel hôtel, je suis monté dans un ascenseur une fois, je suis monté dans tel, je suis monté dans un train. Personne. Donc, il y a véritablement un besoin de faire en sorte que la jeunesse s'épanouisse. Que les jeunes n'apprécient pas seulement ou ne regardent pas seulement le bonheur à travers les écrans de leur téléphone en disant « au Ghana, ça bougeait, en Côte d'Ivoire, ça bougeait, au Rwanda, ça bougeait. » Mais quand est-ce que ça va venir au Togo? Quand est-ce que nous aussi, nous allons vivre ça? Il faut que les dirigeants créent ces conditions-là pour que la population s'épanouisse. Et c'est cela pour le bien de tout le monde. Et il y aura la paix sociale. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il ne faudrait pas que nos dirigeants se laissent flatter par ces chiffres de croissance extrêmement flatteurs, où on nous dit que, ah oui, 2021, le Togo a enregistré une croissance de 5,1%. Quand on calcule la croissance, c'est sur la base de la production de la richesse, aussi bien à partir des entreprises étrangères que nationales. Ouais. Lorsque l'essentiel de vos entreprises sont entre les mains des étrangers, comme il le dit, alors 80% même des entreprises qui sont porteuses dans le pays sont entre les mains des étrangers. Ça veut dire que cette croissance dont vous canalisez a été tout de suite évacuée. Les ressources qui ont permis d'évacuer cette croissance ont été évacuées aussitôt après vers les pays d'où ces partenaires viennent. Prenez le cas de Togocom. Lorsque Togo Célé était entre les mains des Togolais, enfin, de l'État, bien sûr que lorsque vous avez un projet, par exemple, même vous soumettez, vous envoyez une lettre de sponsoring. Si vous avez la chance, et bon, le directeur va prendre le projet, ça peut aider sur le plan social, vous pouvez dire, on vous accorde une petite assistance, un appui contre la vente de l'image de la société. Les petites ressources que vous avez vous permettent donc de mener votre activité qui impacte en même temps le social et donc vous vendez en contrepartie l'image. Mais lorsque les étrangers viennent, leur ambition c'est de maximiser le profit. Et ils n'ont pas besoin d'un appui social. Ils n'ont même pas besoin de vendre l'image du pays de l'entreprise, puisque bon, qu'ils aient fait de publicité ou pas, c'est obligé d'utiliser le téléphone par exemple. Donc voilà un volet très simple, mais très pratique, qui montre qu'aujourd'hui, la précarité, la souffrance, la cherté de la vie s'explique en réalité par cette politique de privatisation systématique de tous les deniers, enfin, tous les pôles économiques du pays. Et ce n'était même pas une privatisation qui engageait justement les nationaux, comme si les compétences nationales n'existaient pas. Si l'État a été aussi défaillant dans la gestion des entreprises publiques, il peut même initier une politique qui permet de laisser l'entreprise entre les mains des nationaux privés avec un mécanisme qui lui permet donc de reconstruire la société en question. Mais lorsque le bien public, vous le concédez à des étrangers, bradé totalement. Et vous ne rendez même pas compte au peuple, ça veut dire qu'il y a un souci. Voyez, donc tous ces éléments-là participent à expliquer le fait que l'État lui-même suffoque aujourd'hui soit obligé de multiplier les taxes, de les augmenter plutôt que de les alléger, pour pouvoir vivre. Parce que, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Nulle part au monde, quel mécanisme permet à un État de créer la richesse, à part d'aller faire des emprunts ou de demander des subventions ou des aides budgétaires, etc. Encore qu'il le fait au nôtre. Voyez-vous? Donc, l'intelligence veut qu'on focalise notre énergie sur ce que nous avons à l'intérieur. Nos potentialités endogènes doivent être valorisées. Et d'abord, c'est l'être humain, c'est la jeunesse. C'est quel est le type d'éducation que vous donnez aux jeunes de manière qu'au sortir des études,
qu'ils soient en même temps utilisables sur le terrain, ou alors qu'ils soient en mesure de se prendre en charge par eux-mêmes. Et quel est l'écosystème qui est créé de manière que si un jeune entreprend, qu'il puisse se sentir à l'aise, qu'il y ait une chaîne qui permet d'écouler sa marchandise. Voilà les questions que nos dirigeants doivent se poser et pour permettre que au moins si aujourd'hui ça ne va pas, qu'on puisse espérer qu'à partir des décisions visionnaires, pratiques, pragmatiques, qui prendront aujourd'hui, demain ira mieux. Merci beaucoup. Monsieur, vous comprenez, quand je laisse ces deux-là, on ne va pas terminer l'émission aujourd'hui parce que les débats sont vraiment très intéressants. Nous allons conclure cette émission avec Ferdinand d'abord. Ferdinand, oui. Alors, d'abord, je suis très heureux de retrouver le plateau de l'autre journal et de retrouver aussi mon cher ami et frère Luc pour cet exercice-là. Nous en avons besoin pour nos pays, pour nos sociétés. Il faut provoquer le débat, il faut vraiment avoir un cadre pour discuter des problèmes du pays. Ça permet de tirer le pays vers le haut et nous continuons par nous battre pour cela, quoi qu'il advienne. Vous savez qu'on est sorti d'une zone de turbulence il y a quelques jours et moi je rappelle toujours aux gens que le métier que nous pratiquons est un métier à risque. L'année dernière, il y a eu 52 journalistes qui ont été tués à travers le monde. Ça vous donne une idée de la manière dont nous sommes très exposés. Et surtout, lorsqu'on est dans l'investigation comme nous, on est encore plus exposé. Et un journaliste d'investigation n'a jamais été quelqu'un... il y a toujours un ennemi d'État. C'est-à-dire que quand je parle d'ennemis d'État, je parle de tous les secteurs qui sont souvent touchés par les affaires, les investigations, tout ça. De telle sorte que le jour où quelque chose vous arrive, vous avez toute une meute derrière vous pour vous écraser parce que vous êtes une personne qui dérange, vous fouillez dans les poubelles et il n'y a que généralement les populations qui sentent le travail que vous faites, qui réagissent. Et donc, je le dis par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers temps pour dire que loin de nous, je ne sais pas comment on dit ça, de nous refroidir, c'est une situation qui nous encourage à aller encore plus de l'avant. Et quand on voit la réaction qu'il y a eu à travers le monde, comment ces événements ont suscité l'indignation sur le plan mondial, c'est que nous sommes sur le bon chemin et que nous n'avons pas le devoir de décevoir tous ces gens-là qui placent notre confiance en nous. Nous reprenons une nouvelle année, elle sera marquée par de nouveaux dossiers, de l'investigation, on continuera toujours sur la même longueur, avec la même détermination. Et je voudrais inviter les uns les autres à ne pas trop perdre leur temps pour ceux qui aiment la distraction. Ou ceux qui sont dans les débats de petits esprits. Il faut prendre de la hauteur. Les gens ont leur propre agenda, les gens ont leur propre objectif. C'est de discréditer les voix qui sont encore les plus crédibles dans le pays, ou à défaut de les faire taire. Donc, lorsque vous voyez toutes les réactions qu'il y a eu ces derniers temps, vous voyez bien que le système n'est pas que le pouvoir. Il quitte le pouvoir, il va même dans une certaine opposition. Tous ces gens-là qui sont dérangés lorsque vous prenez la parole, lorsque vous expliquez les choses aux populations. Et donc, nous n'avons pas vraiment le temps à nous consacrer à cette distraction-là. Il faut élever le niveau du débat, il faut continuer, il faut se fixer sur les objectifs. Et le plus important, c'est que on porte très haut le travail que nous faisons dans le pays. Et je voudrais dire encore merci. Merci à tous ceux qui nous manifestent leur sympathie, leur solidarité et qui sont prêts aussi à nous accompagner dans cette aventure-là. Et je pense que nous n'allons pas les décevoir. Si depuis des années, nous avons résisté, on continue de résister jusqu'à ce jour. Je ne pense pas que c'est maintenant qu'on va vraiment lever le pied, quoi. Et moi, quand on parle de courage, on parle de détermination, de témérité, sans me jeter des fleurs. Je me dis que j'en ai tellement fait. Vous savez, il y a de cela quelques années, 3 ans et demi, j'étais aux États-Unis, je rentrais et il y avait tellement d'alertes qu'on devait me prendre à l'aéroport, qu'on devait m'arrêter et tout et tout. Les amis chez qui j'étais à Washington m'ont dit, mais pourquoi tu rentres? Il faut rester ici, tu vas prendre l'asile dans moins d'1 an, ta femme et tes enfants vont te rejoindre. Et donc, moi j'ai dit, non, je rentre au pays.
Parce que bon, s'il se passe quelque chose, ça va se régler et puis je vais continuer à faire mon travail. Et donc je pense qu'il faut rester dans cette logique-là et ne pas se laisser abattre par les événements et continuer le travail, quoi. Donc j'invite les uns les autres à prendre de la hauteur, à ne pas perdre trop de temps pour les gens qui font de la distraction sur les réseaux sociaux ou des responsables ou des militants de certains partis politiques. Nous, on a des munitions, mais on ne va pas les consacrer aux gens qui sont dans les ambulances. On va les consacrer à des gens qui sont vraiment des cibles, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous et le travail continue avec la même détermination. Merci beaucoup. Avec la même détermination. Alors, je vais marquer tout le plaisir et l'intérêt qui a été pour moi de participer dans cette émission. Vous félicitez encore une fois pour les efforts que vous faites pour créer un espace d'expression des idées. Je crois que c'est un exercice extrêmement important et fondamental pour toute société qui veut aller de l'avant, parce qu'il faut le reconnaître, c'est avec des idées qu'on évolue, que l'humanité peut évoluer. Et donc, lorsque vous avez des idées, vous avez une capacité d'analyse, de réflexion, de projection, et vous n'avez pas de canaux d'expression adéquats, malheureusement, vous allez mourir avec ces idées. Or, la vie en réalité, c'est la transmission. Donc, il faut qu'on soit capable de transmettre. Et je voudrais exhorter justement nos dirigeants à cultiver cet esprit de la transmission, de floraison des idées, des débats intellectuels, de frotter leur cervelle comme celle des autres. On avait parlé à l'instant de ce que lorsque, après par exemple le discours du ministre et du président, que les ministres aillent pour des débats et non pour venir prêcher au midi, mais pour des débats contradictoires sur des faits concrets. C'est ça qui permet justement aux dirigeants eux-mêmes de se remettre en cause. Il ne sert à rien de s'enfermer dans l'autosatisfaction. Alors qu'au même moment, sur le terrain, on constate que vous êtes assaillis par divers problèmes à la fois. Je crois que l'humilité et le sens d'élévation d'esprit humain nous oblige à apprendre à nous remettre en cause. Ce n'est pas une faiblesse du tout. C'est bien de s'ouvrir et de comprendre ce qui se passe autour de nous et donc de décider en connaissance de cause. C'est ça ce qui peut nous permettre de vivre ensemble et qui élève l'esprit des dirigeants eux-mêmes et qui font qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver en eux parce que nous considérons qu'ils incarnent des valeurs identitaires qui sont les nôtres et que nous portons nous tous. Donc, notre aspiration pour cette année 2022 serait que vraiment le Togo commence. S'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas grave, mais qu'au moins qu'il y ait une richesse intellectuelle qui s'affirme dans le pays et que les idées florissantes puissent naître et qu'elles soient vraiment entretenues, qu'il y ait des créneaux qui permettent ce débat-là. C'est à partir de là qu'on peut espérer que nous sommes sur la bonne voie et que les perspectives seront heureuses pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions dans cette émission avec Ferdinand Haïté, qui est le directeur de publication du journal L'Alternative. Merci beaucoup. Merci. Et également avec Luc Abaki, il est chroniqueur, analyste politique. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Voilà. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons aussi merci à vous qui vous nous avez suivis dans cette émission. Merci aux techniciens, à tous les techniciens qui ont aidé à préparer cette émission. Merci et à la prochaine.